Rebonjour à tous et à toutes. Alors, une petite session sur les biais cognitifs pour démarrer notre moment sur la psyché des chirurgiens. Donc, l'ensemble de ces manifestations conscientes et inconscientes qui font de nous un individu chirurgical. Il y a une profusion de papiers psychologiques sur les biais cognitifs en médecine et aussi les biais cognitifs en chirurgie. Il y en a même un ou deux en neurochirurgie et un ou deux en chirurgie du rachis, beaucoup en orthopédie. Celui-là, par exemple, a fait le point récemment sur les biais cognitifs en général et appliqués à la décision médicale et à notre pratique de clinicien. Il commence par une très belle citation de Voltaire qui dit qu'on a un cerveau qui est un outil formidable pour trouver les raisons de continuer à croire ce qui nous arrange de croire, en fait. Définition des biais cognitifs, il y a une définition dans des sciences en sciences cognitives, une définition que j'ai appelée canonique, qui remonte au milieu des années 70, qui dit qu'un biais cognitif, c'est une déviation systématique de la rationalité dans le jugement qui résulte des limites du traitement de l'information par l'esprit humain. Et appliqué à la pratique médicale, un biais cognitif, c'est une tendance automatique, souvent inconsciente, à prendre des décisions basées sur des schémas de pensée rapides et intuitifs, plutôt que sur une analyse objective des données disponibles. Mais ça introduit tout de suite une notion sur laquelle je reviendrai, peut-être, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça nous permet d'accélérer nos décisions, d'utiliser nos automatismes, notre expérience pour aller vite vers une solution. Et il y a eu un article dans New England il y a 2 semaines, avec un clinicien expert de Cleveland versus un logiciel d'intelligence artificielle sur une septicémie chez un jeune patient et malgré l'efficacité absolue du logiciel de ChatGPT, il n'a pas été capable d'identifier que le patient avait avalé un cure-dent lors d'un cocktail qui avait fait une perforation digestive et des choses comme ça. Alors que le clinicien, juste par un biais, par une supputation, a réussi à faire le diagnostic correct. Donc on a encore quelques années de répit devant nous, mais ce que je veux juste vous dire, c'est qu'un biais cognitif, on les a tous et ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Pas toujours. Il faut juste les reconnaître et savoir lutter contre nous-mêmes. Ce sera ma conclusion aussi. Donc, on fait, alors surtout en médecine en général, en chirurgie en particulier, et en chirurgie du rachis en super particulier, et en chirurgie du rachis dégénératif en super particulier, c'est un terrain fertile pour les biais. C'est un domaine à forte incertitude. Il y a une image qui n'est pas forcément en rapport avec une douleur. La douleur, on sait très bien l'impact différentiel que ça peut avoir souvent notre personnalité, nos antécédents, etc., etc. Et puis, l'anatomie n'est pas toujours correspondante à la symptomatologie. Il y a une atteinte parfois très importante du patient. Docteur, je veux que vous enleviez ma douleur, vous êtes ma dernière chance, etc. Donc il y a une pression du résultat. Il y a notre expérience antérieure, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a une fatigue, une surcharge cognitive dans nos emplois du temps du quotidien, qu'on soit à l'hôpital ou à la clinique. Et puis il y a le problème du risque neurologique qui peut survenir suite à une décision sur une pathologie purement fonctionnelle. Donc on vit dans un champ de mine cognitif pour prendre des décisions, puisque c'est comme ça notre job, c'est de prendre des décisions toute la journée. Et en fait, peut-être qu'on pourrait réduire notre activité à deux méta-questions pour moi. Qui a besoin de chirurgie? Vachement plus important que ce qu'il faut lui faire. Puis deux, à mon avis, une question encore plus importante, et je pense que ça pourrait justifier une table ronde absolue, voire même un congrès complet. C'est quoi un bon résultat après une chirurgie? On en a parlé ce matin. C'est quoi un bon résultat après une chirurgie? C'est pas résolu en chirurgie du rachis. Alors, les conséquences des biais, c'est que ça a un impact direct sur notre décision, sur l'indication opératoire, sur la gestion du risque, sur les résultats évalués par les patients, évalués par les chirurgiens, et on en a parlé des PROMS tout à l'heure. Et puis, les patients, ils ont leur propre biais aussi, et puis, etc. Donc, en fait, le biais, c'est pas une faute, mais il faut bien apprendre à le détecter avant d'inciser. Et j'ai vu alors des biais, il y en a 200, un peu plus de 200 qui sont identifiés, 4 grands groupes. Comment gérer une surcharge d'informations qu'on reçoit en permanence, comment trouver un sens ou manque de sens de toutes ces informations éventuellement discordantes qui affluent vers nous, prendre des décisions rapides, et puis qu'est-ce qu'il faut garder en mémoire pour faire un bon chirurgien au quotidien. Et donc, je ne vais pas tous vous les détailler, mais j'en ai gardé 4 qui reviennent beaucoup dans la littérature chirurgicale. Et d'abord, le biais de confiance excessive. Et ça, chez les chirurgiens, c'est quand même peut-être un des plus importants. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le biais de overconfidence en anglais. C'est la tendance du chirurgien à surestimer sa propre évaluation clinique, son expérience ou ses compétences, ce qui peut conduire à minimiser ses incertitudes, négliger les recommandations ou sous-estimer les risques opératoires. Il faut tout faire par devant, il faut tout faire par derrière. L'endoscopie, c'est n'importe quoi. Et par exemple, c'est faire une ALIF LKTL5 sans chirurgien vasculaire disponible à proximité immédiate du bloc opératoire parce qu'on en a fait plein et qu'on pense qu'on est un bon chirurgien. Je vous montre cette étude merveilleuse que je mets souvent dans les topos. 250 chirurgiens environ, US et Europe. Biais de confiance excessive omniprésent.
C'est-à-dire la confiance que la compétence du chirurgien est plus grande que ce qu'elle est en réalité. Et ça change pas, ça se modifie pas avec l'expérience. Quand on est jeune et qu'on est vieux, on garde ce biais de confiance excessive. Un exemple de biais de confiance excessive chez un sujet extrêmement intéressant à analyser. Sorry losers, my IQ is one of the highest. Donc mon QI est un des plus importants. Donc dans cette étude de Tonis, 83% des chirurgiens sur des 250 se considéraient comme étant au-dessus de la moyenne. Et aucun ne se considérait comme étant en dessous de la moyenne. 25% se considéraient comme faisant partie des 5% supérieurs. Alors les auteurs concluent avec diplomatie, il est possible que ces résultats soient précis, mais peut-être que ce soit attribuable à un biais de surconfiance. Dans un autre papier merveilleux, 364 chirurgiens qui ont été soumis à des tests qu'on fait subir aux pilotes de ligne de l'aviation civile. 43% des chirurgiens ont eu des scores considérés comme dangereusement élevés chez les pilotes de ligne. 28% de machos, 11% de surconfiance et 6% d'anxiété, qui chez les pilotes de ligne leur auraient interdit de reprendre leur activité. Un autre exemple de biais, ce qu'on appelle le biais de commission ou d'action. Et ça, on le connaît bien. C'est la tendance à agir plutôt que de rester inactif. Il déroule d'une culture chirurgicale qui remonte sans doute à l'époque des barbiers, où il y avait une survalorisation de l'action face aux imageries et aux attentes perçues, plutôt que des indications réellement fondées sur des données scientifiques. On a la pression pour apporter des solutions à nos patients, on a une culture chirurgicale qui valorise l'intervention, et puis la crainte que le patient pense qu'on ne fait rien, et puis peut-être aussi parfois on fait ce que mon ex-patron appelait des indications de lassitude. À force de avoir plein de gens qui tournent en rond, on va finir par proposer une cimentoplastie pour une fracture compression qui évolue correctement, parce que la patiente met la pression, quoi. Et ça, c'est un vieux papier des années 50 qui disait une chance d'opérer est une chance de traiter, en fait. Parce qu'au commencement de notre métier était l'acte. On faisait un acte chirurgical. Et cet acte, il nous marque. Il y avait deux grands anthropologues de la santé qui s'appelaient Johann Cassel et puis Johann Katz, qui avaient fait des travaux assez extraordinaires sur les chirurgiens qui étaient les héritiers masculinistes de toute une tradition de héros machos, avec l'arrogance, la certitude, la suractivité, le leadership. Et elle citait, bon alors ça remonte à un siècle, mais j'adore cette phrase. Nous les chirurgiens versus les médecins, nous avons quotidiennement en notre pouvoir de sauver un malade autrement condamné par la procrastination médicale. Sans déconner, on dirait du Proust. Le premier en France qui a parlé de procrastination, c'est Marcel Proust. Alors, un autre biais heuristique, dans heuristique, c'est un shortcut de disponibilité. C'est-à-dire que les expériences les plus récentes et les plus facilement disponibles sont privilégiées en raison de leur facilité à être appelées et de leur importance perçue à tort. On ne va pas faire forcément la même consultation si je trouve, en arrivant le matin sur mon bureau, une enveloppe de la CCI qui va considérablement, sans doute, donner un éclairage sur les décisions que je vais prendre. Ou alors, si on arrive, ça j'avais trouvé ça, c'est une famille qui avait déposé ça, un petit post-it qui me rassurait sur le fait que j'étais un bon docteur et sur le CD de leur grand-mère. Et ça, c'est ce qu'on appelle le risque de disponibilité. Les bonnes expériences, si on a eu un râteau dans la semaine et qu'on a exactement le même patient qui se présente, on ne va peut-être pas réagir pareil. Et puis on se positionne vis-à-vis des histoires de chasse ou alors vis-à-vis de la prévalence. Et finalement, ces deux biais pourraient paraître complètement opposés, alors que finalement, on assume les deux au sein d'une même journée, d'une même consultation. Par exemple, le biais de négligence du taux de base. C'est-à-dire qu'on ignore la prévalence d'une maladie dans la population et on surévalue la valeur d'un test, d'une imagerie ou d'un signe clinique isolé. Par exemple, on va partir sur une tumeur médulaire, sur une image un peu bâtarde, mais alors que la prévalence est infime par rapport à une myélopathie cervicarthrosique qui démarre de façon un peu atypique. Ou alors à l'inverse, on va partir sur une myélopathie cervicarthrosique parce que c'est le premier diagnostic qu'on a fait et on se renforce dans ce diagnostic en oubliant d'interroger le patient sur le fait qu'il a eu plusieurs histoires, une orbe, un problème visuel et des choses comme ça, et qu'en fait on passe à côté, en tout cas au départ, d'une sclérose en plaques. Donc biais de confirmation, ça c'est la tendance à chercher ou à sélectionner des informations de façon à confirmer une hypothèse préformée. Alors que le biais de négligence du taux de base, c'est qu'on part sur une histoire de chasse versus quelque chose qui a une prévalence beaucoup plus importante. J'aime beaucoup aussi le biais de conjonction qui conduit le chirurgien à croire que plusieurs causes simultanées expliquent mieux un tableau clinique alors qu'un diagnostic unique cohérent est souvent le plus probable. Alors le nouveau patron, il nous disait, OK, on peut avoir la H-touille et un bar tabac. Mais globalement, quand il y a plusieurs... On nous dit aussi qu'il faut être uniciste. On a entendu ça quand on était externe depuis toujours. Et c'est un peu ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous êtes familier de Guillaume d'Occam, c'est un philosophe du fin du XIIIe siècle qui avait fait une théorie qu'on appelle le rasoir d'Occam. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs histoires, il faut prendre la plus simple et enlever tout ce qui dépasse parce que généralement ce sera toujours la plus simple. Michel Rocard avait donné une bonne version
il avait dit, entre le complotisme et la connerie, il faut toujours privilégier la connerie, parce que le complotisme, ça demande un esprit rare. Citation de protestant. Alors, en fait, en chirurgie du rachis, le biais de conjonction peut amener des interventions plus lourdes, plus étendues, alors qu'un geste ciblé aurait suffi. Une discopathie L4-L5, une protrusion L5-S1, une arthrose facétaire modérée, et hop, il se retrouve avec un montage dans le dos, alors qu'en fait, peut-être qu'un avis rhumatologique, je ne vais pas dire une rhizolyse, il ne faut quand même pas déconner, mais enfin, quelques infiltrations auraient pu résoudre le problème de cette personne. Donc, biais de conjonction. Et puis ensuite, il y a des biais qui, pour moi, suivent l'historique d'une consultation et de l'élaboration d'un diagnostic. Le biais d'ancrage, c'est-à-dire qu'on a tendance à se fixer sur la première information disponible. Le symptôme, l'imagerie, le diagnostic initial, ou à tout orienter sur le raisonnement à partir de cet ancrage. Genre, la mémé qui arrive avec les cheveux roses, on dit « Toi, ma grande, je ne t'opérerai pas », alors qu'il y a peut-être un truc vraiment grave, quoi. Biais d'entraînement diagnostique, c'est une fois que le diagnostic a été posé ou suggéré, il se propage à travers les comptes rendus, à travers les observations des externes, à travers les lettres des premiers avis, et on repositionne en permanence cette petite hernie discale L5-S1, alors qu'on passe à côté d'un problème foraminal à l'étage du dessus qui va beaucoup mieux avec la clinique. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le biais de clôture prématurée, c'est-à-dire qu'on s'arrête sur la première anomalie trouvée et de la considérer comme la cause du problème sans poursuivre l'analyse. Et donc ça, c'est on clôt le diagnostic à la fin en disant « Ok, bon, c'est votre hernie discale L5-S1, alors que foraminale, alors que peut-être une grosse hernie discale au-dessus, ou un méningiome thoracique, alors que l'IRM s'arrête en L1. » Et puis, l'effet de cadrage, ça se voit beaucoup dans les staffs, beaucoup dans les endroits où il y a un chef de service fort personnalisé. C'est le fait de la manière de présenter une information influence la décision, même si le contenu objectif est identique. C'est-à-dire que, par exemple, un canal lombaire étroit chez une personne âgée, assez typique, si on ne met pas d'arthrodèse, le patient risque de développer une instabilité plus tard, on pourrait devoir le réopérer, on en a parlé tout à l'heure. Ou alors, la vision, faire une arthrodèse à double temps opératoire, il y a plus de risques, etc. Et sur le même, en fonction du big dog, parce qu'on parle beaucoup, et j'en parlerai des staffs, mais les staffs ne sont pas forcément des bonnes solutions, parce que le staff, ça dépend comment il est organisé. S'il y a un patron qui est là et qui stérilise tout le débat, le staff n'est pas forcément une façon d'avoir un avis collégial. De fait, on voit des papiers super sur les staffs, pas celui-là, qui montrent qu'il y a une diminution drastique de chirurgie complexe, et en cas de fusion sur des pathologies dégénératives du canal lombaire, et que s'il y a une fusion proposée, elle est beaucoup plus sophistiquée, moins agressive et mieux proposée que ce qui était proposé initialement. Donc ça, on en trouve plein à la littérature. Mais de l'autre côté, on trouve aussi des papiers qui disent que pour le même sujet, il faut faire extrêmement attention, parce que si on fait un e-voting anonyme des gens du staff versus un staff avec le patron qui dirige, on n'a pas du tout les mêmes solutions. J'aime beaucoup ce papier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les chirurgiens font quand il n'y a pas vraiment de preuves dans la littérature? Déjà, alors la première cause, ça marche quand c'est moi qui le fais. Works in my hand. Ou alors, je suis familier avec le traitement. Ou alors, je le fais parce que c'était mon patron qui me l'avait dit quand même. On a tous été marqués à la base par notre formation. Il faut savoir que notre analyse des textes de la littérature répond exactement au même schéma que d'analyse des textes religieux. Et chez les chirurgiens, comme chez les intégristes d'une ou l'autre des religions, il y a les fondamentalistes, les conservateurs et les libéraux. Il y a ceux qui prônent une analyse critique, il y a ceux qui s'attachent à retenir que ce qui les arrange dans des textes, et c'est exactement pareil que quand on analyse des textes religieux. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on a des guidelines, et dans notre propre discipline, on n'en a pas beaucoup, des guidelines sérieux qui remontent, par exemple sur les maladies génératives, ça remonte à plus de 12 ans, eh bien, ça a été aussi bien montré qu'une fois qu'on a des guidelines, de toute façon, les chirurgiens ne les suivent pas. Ce merveilleux papier dans JAMA, il y a quelques années, le démontre de façon absolue. Ça aboutit des pratiques hétérogènes. Ça, c'est une table ronde de la SFCR sur les récifs du hernie discale qu'on avait fait avec Grégory Garosa. Elle vient de paraître il y a 2 semaines dans JNS Spine, on en est très content, et qui montre des variations absolues entre les différents pays. Par exemple, en France, vous avez un maximum de... Et ça, c'est des biais locaux, de voies antérieures, le vert clair, qu'on voit sur les 6 cas que je proposais, qu'on ne voit pas beaucoup. Alors qu'en Corée, il y a énormément de décompression pure, de révision. Pourquoi? Parce que c'est l'UBE, c'est l'endoscopie, en fait. Donc il y a des tendances aussi géographiques aux attitudes biaisées. Une autre chose qui ne nous aide pas et qui met des biais dans notre analyse et dans nos décisions, c'est notre rapport à la littérature et notre rapport à l'analyse de la littérature. On est des illettrés statistiques. Et je vous rappelle une autre table ronde qu'on avait co-organisée avec Benjamin et puis avec quelques-uns, Guillaume Longeon. Eh bien, quand on avait demandé les compétences de statistiques des chirurgiens de la SFCR, la note était de 3 sur 10. Donc, c'était 4 sur 10, ok, merci. Ouais. Donc, c'est à moins de 50% qui étaient capables de correctement définir ce que c'est un test de student ou un Ki 2. C'est-à-dire que c'est avec ces outils-là
qu'on prend des décisions correctes, qu'on est censé regarder et analyser de façon critique des articles qui, méthodologiquement, sont de plus en plus complexes. J'adore cette série d'articles. New England, il se passionne pour le listhésis dégénératif, et nous aussi, il suffit de mettre une photo de listhésis dégénératif et 60 chirurgiens dans une salle, on peut discuter toute la journée. Dans la même issue de New England, août 2016, 2 papiers, un européen, un américain, dont les conclusions étaient diversement appréciables, suivant qu'on soit un fanatique de la fusion ou suivant qu'on soit plutôt un fanatique de la décompression. Peter Forst, les Suédois disaient que la décompression, c'était pas mal. Les Américains montraient qu'il valait mieux fusionner pour éviter quelques instabilités. 4 ans après, les Norvégiens de l'équipe de Ostefol ont montré que la décompression n'était pas inférieure. Mais finalement, on peut parfaitement utiliser ces articles dans des papiers pour les internes ou pour soi-même en se disant qu'on peut faire exactement des choses opposées pour des mêmes pathologies. L'équipe des Norvégiens que je vous ai montré, qui a publié en 2022 un papier qui, moi, a changé ma pratique, le papier de droite, là, a publié ensuite dans JAMA les cas cliniques. Et il a montré que les recommandations des chirurgiens n'ont pas été associées à de meilleurs résultats qu'une répartition aléatoire lors du choix de la décompression seule et d'une décompression avec fusion augmentée. Donc, ils mettent en évidence les biais et les conflits d'opinion des experts. À travers la littérature, on voit beaucoup d'analyses des biais chez les chirurgiens du rachis. On a montré une étude, l'étude de gauche, qui montre que chez des chirurgiens nord-américains, 60% avaient une approche concordante avec les recommandations de la NAS, quand même, c'est pas mal, mais il y a des critères maison, ou une expérience personnelle fréquente, biais d'ancrage et biais de confirmation, que je vous ai montré tout à l'heure. Au milieu, un papier qui étudie l'empreinte de l'endoscopie chez les chirurgiens du rachis, avec des biais d'allégeance, d'affiliation à une nouvelle technique et des biais de confiance excessive, sans doute parce qu'on est au début de la courbe d'adoption de cette technique. Et puis, des biais cognitifs, on a en chirurgie orthopédique, on en a retrouvé beaucoup, négligence du taux de base, biais de confirmation, biais d'ancrage, biais de cadrage dans ce papier de l'association des chirurgiens orthopédistes américains. Donc les biais que j'essaie de vous sélectionner, on les retrouve tout au long des décisions que nous prenons qui infléchissent notre attitude. Donc, effectivement, soit c'est des failles de notre raisonnement, un biais cognitif, soit c'est juste des traces de notre humanité, parce qu'on a été formé à tel endroit, on a vécu telle chose, aussi bien dans notre passé que dans notre ancien que dans notre passé récent, de nos connaissances scientifiques, de notre rapport à la littérature, savoir si on a un intégriste de la lecture de Spine ou si on dit que dans la littérature ils disent n'importe quoi parce que même les reviewers sont achetés par l'industrie, eh bien on se façonne un individu autonome et qu'on prend une décision finale qui n'est que biais, mais c'est juste parce qu'on est humain et qu'on n'est pas des machines chirurgicales. Donc et tout ça se mélange à notre vécu, à la fatigue du jour et puis à la confiance ou non du lendemain. Les biais, ils sont ni bons ni mauvais. C'est la signature de nos décisions. Et chaque acte est un compromis entre ce que nous savons et ce que nous croyons savoir. Notre esprit critique, il faut rester critique sur soi-même avant toute chose, avant d'être critique sur les autres. Il faut se remettre en question en permanence sur les décisions qu'on prend. C'est pas très facile quand on est crevé. Et puis, vu qu'on est à la Softcote et que c'est ici que j'avais replanté le professeur Masquelet, que j'avais fait venir chez les neurochirurgiens, il nous avait donné la notion dont je vous ai parlé lors de mon intronisation de président, c'est sur la phronésis, c'est-à-dire cette prudence, cette sagacité qui n'a rien de moral, qui est purement une sagacité technique, être à la fois capable d'avancer, mais en étant critique, c'est une vertu aristotélicienne d'avancer, mais en étant prudent, en étant critique sur soi-même avant d'être critique sur les autres. Et cette phronésis, je pense qu'on doit encore une fois la garder au centre de notre pratique. Et juste pour finir, en parlant de biais, la citation de Voltaire du papier que je vous montrais n'est pas de Voltaire. Voltaire, il n'a jamais fait cette citation-là. C'est pour montrer qu'un papier, le plus gros papier sur les biais des dernières années, il commence déjà par mettre une citation fausse parce qu'il a mal tapé sur Internet. Voilà.